Et bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de faire un point au verger potager Saint-Tropique à l'automne. Ah non pardon, on n'est pas tout à fait à l'automne, on est encore au mois de juillet. Cependant les températures elles ont vraiment changé radicalement. On se retrouve maintenant à avoir des températures 13 degrés le matin, autour de 25 l'après-midi et avec beaucoup de pluie en ce moment, donc on se dirait presque déjà en automne. Est-ce que l'été est terminé? J'espère que non. Néanmoins ça profite pas mal pour les plantes qui ont bien pu reprendre. Par contre, ça va avoir quelques effets négatifs, en particulier sur les tomates. Je crains notamment de récupérer très rapidement le mildiou dessus. Mais bon, c'est comme ça, on va pas se plaindre non plus d'avoir récupéré de l'eau. J'ai les cuves maintenant qui sont pleines. Et du coup, on va faire un petit tour pour voir comment se comportent les plantes. Premier sujet que j'ai envie de vous parler, c'est la vigne, qui proposait 5 grappes de raisin. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis en sachet plusieurs grappes. J'en ai mis 3 sur 5 en sachet. Et j'ai bien fait de le faire, puisque j'avais remarqué que quelques raisins commençaient à être mangés. Je ne sais pas trop par quoi, peut-être les oiseaux. Donc ma technique de mettre des réservoirs d'eau pour permettre de nourrir les oiseaux, ça n'a pas l'air de fonctionner. Ou en tout cas, si c'est les oiseaux qui me mangent les raisins, ben, ça n'a pas trop fonctionné. Et on peut voir que les 2 grappes où je n'ai pas mis de sachet, ben, j'ai plus de raisins, tout simplement. Tout a été grignoté. Ah, je dis une petite bêtise, il en reste quelques-uns sur celle-là de grappe. Peut-être parce que c'est des raisins qui ne sont pas encore tout à fait mûrs. Mais globalement, ben, j'ai tout perdu ici. Par contre, ceux qui sont en sachet, là, je les ai bien. J'ai pu en goûter quelques-uns. Ils sont très bons, mais pas encore tout à fait mûrs. Du coup, il y a une petite touche d'acidité. Et du coup, on va attendre pour récolter la vigne. Et voilà, donc une des problématiques, c'est de perdre ces récoltes par les ravageurs. Là, je suppose que c'est les oiseaux. Mais est-ce que ça peut être les rats-aux-pieds qui sortiraient pour venir manger ça en hauteur? Ils le font notamment sur les courgettes ou même sur les tomates. Il peut y avoir des petites souris ou des rongeurs qui viennent les grignoter. Est-ce que ça le fait sur le raisin? Là, je vous laisse me le dire peut-être en commentaire si certains sont au courant de cela. J'en profite pour vous montrer au pied de cette vigne où il y a des saules, des consoudes et d'autres plantes. J'avais eu la question sur notamment les aromatiques qui sont en association à d'autres plantes qui ont besoin de beaucoup d'eau, alors que les aromatiques, en particulier le thym, le romarin, la lavande, elles n'ont pas trop besoin d'eau. C'est plutôt des plantes de terrain assez sec. Et on peut voir que là, mes boutures de thym qui ont été plantées, il n'y a aucune maladie. Et vraiment, elles vont super bien, elles ont bien grossi, alors que j'étais parti de 3 petites branches que j'ai bouturées il y a maintenant 3-4 mois peut-être, et que j'avais mis en terre. Bah, il n'y a pas de souci, hein. Regardez, j'ai perdu aucun thym à ce niveau-là, j'en ai mis 5 au pied de cette vigne. Et ça fonctionne très bien. Alors il faudrait que je fasse un petit peu de désherbage, là ça pourrait être pas mal. Mais sinon, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. La lavande qui est juste derrière, elle va super bien aussi. Elle a bien grossi. J'ai du romarin un tout petit peu plus loin, ça va très bien également. La sauge, bon ça a besoin de plus d'eau. Enfin, en tout cas, ça n'a pas de problème d'avoir plus d'eau. Ça fonctionne très bien aussi. Alors la question qui peut se poser, c'est est-ce que c'est parce que mon terrain est un petit peu en pente et du coup, j'ai moins de problèmes de stagnation d'eau? C'est pas impossible. Mais en tout cas, il y a quand même de l'eau, puisque si on regarde les consoudes derrière, qui elles se portent très bien aussi, comme la sauge. Elles ont été implantées il n'y a même pas 2 mois, donc vraiment ça se comporte très très bien. C'est que ça manque pas d'eau tout ça. Les tomates, si on regarde les tomates qui sont ici, elles se développent bien, là ça commence à rougir. Alors je vois qu'il n'y a pas encore de mildiou dessus. Ah, peut-être là une petite tache qui commence, je ne sais pas. Après les maladies c'est assez compliqué de toujours savoir ce que c'est. Ouais, je ne suis pas sûr que ça soit du mildiou ça tout de suite. Mais bon. Et si on regarde là j'ai d'autres tomates autour, bah, ça fonctionne très bien. Malgré que j'ai des aromatiques devant et bon, le besoin en eau de ces plantes sont quand même assez différents. Mais en tout cas, le thym, la lavande et le romarin, ça fonctionne bien, même s'il y a pas mal d'eau. Le seul truc, je pense, qu'il faut éviter, c'est que ça stagne. Du coup, moi, j'ai un terrain en pente, ça doit aider. Mon terrain n'est pas forcément trop lourd à ces emplacements-là, puisque quand je fais l'implantation, j'hésite pas à rajouter du terreau, un petit peu de sable des fois, ça dépend. Donc comme on peut voir, ça fonctionne bien. Moi, j'aime beaucoup les aromatiques, j'en mets quand même beaucoup. Surtout sur les parties sud des bandes. Donc là, si vous regardez, en fait, au plus au nord, on a les consoudes. Ensuite, j'ai une petite ligne avec d'autres plantes. On a du solosier, des tomates, les vignes, puisque là, c'est la zone des vignes. Et puis ensuite, devant, j'ai les aromatiques. Donc le plus au sud, les aromatiques. Ça, c'est une implantation de bande que j'aime bien. Alors, elle n'est pas super large, celle-là. J'aime plutôt travailler sur des bandes de 1,50 m de large. Peut-être un petit peu moins. Je pense qu'1,20 m, c'est mieux.
parce qu'après pour atteindre le centre et bien gérer ces bandes, c'est plus embêtant. Mais vous comprenez l'idée. Donc ce type de bande installée est-ouest, c'est vraiment pas mal. Après, les implantations nord-sud ont aussi un intérêt, c'est ce qui a été fait sur beaucoup des premières bandes que j'ai implantées. Les plantes se comportent très bien, juste il faut faire attention aux différentes hauteurs de plantes afin de permettre à la majorité des plantes d'avoir quand même son quota de soleil chaque jour. Donc ça se réfléchit un petit peu sur l'implantation qu'on fait. Et les endroits où il y a moins de soleil, on va plutôt essayer de mettre des plantes qui le supportent bien. La consoude le supporte bien, la sauge aussi, la mélisse également. Par contre, on ne va pas venir y mettre d'aromatiques sur les endroits où il y a moins de soleil. Moi, vraiment, les aromatiques sont toujours au sud des bandes. Là, il n'y a pas photo, je ne cherche pas à les mettre, à les tester là où il n'y a pas de soleil. Là, si on regarde sur cette bande, c'est vraiment au sud, au pied de l'amandier. Et là, tout ça, ça se comporte bien. Alors, le seul problème que j'ai ici, j'aime pas trop là, c'est sautin et il est vraiment très enherbé, beaucoup de mauvaises herbes. Peut-être que je réfléchirai à diviser la touffe à l'automne et j'en profiterai pour faire vraiment un gros désherbage de cette plante qui est vraiment très gênante. Avec le liseron aussi, j'ai du liseron dessus. Donc c'est assez embêtant et c'est presque devenu ingérable à ce niveau-là en fait. Il faut tirer comme ça, mais on abîme aussi le thym, donc c'est pas l'idéal. Je vais peut-être en profiter pour diviser cette grosse touffe, parce que là, il n'y a qu'un tas. Hein. Il est devenu énorme, mais il est quand même vachement embêté par ces mauvaises herbes. Alors j'aime beaucoup vous montrer des nouvelles choses. Et là, ce que j'aimerais vous parler rapidement, c'est d'une implantation de saule-osier que j'ai fait vraiment dans l'idée de l'utiliser, cet osier en vannerie. Du coup, j'ai fait 2 lignes. Je vais en rajouter à l'automne. Mais là, j'ai fait 2 lignes assez peu espacées de saule-osier qui ont été implantés dans la partie plutôt potagère que je réduis encore pour vraiment plus m'orienter vers un peu de pépinière et surtout les arbres en règle générale. Je mettrai du potager bien sûr tout autour. Et ce que je veux vous montrer, c'est que ces saule-osier qui ont été implantés il y a 2 mois, alors pas à partir de boutures, hein, c'était des boutures que j'avais récupérées et que j'avais mis en pot, que j'avais commencé à faire en pot. Je les ai implantés il y a 2 mois, alors qu'il faisait extrêmement sec. Et ben tout va bien. Ça se comporte vraiment très très bien à ce niveau-là. Alors par contre, j'ai toujours les râteaux-pieds. J'espère qu'ils ne vont pas me manger les saule-osier. Je crois que ça les grignote un peu d'ailleurs, mais c'est pas grave. Et sinon, ces 2 lignes, elles se comportent vraiment très bien. Et l'idée de ces saule-osier, c'est que je vais les gérer différemment de ceux que j'ai dans le verger Saint-Tropique, où je vais les laisser monter à peu près à 50 cm, entre 50 cm et 80 cm de haut, et je ferai des trognes. Sur ceux-là, je vais plutôt les couper à ras chaque année, vraiment à ras du sol, pour vraiment avoir des tiges bien droites, sans courbure, qui sera préférable pour la vannerie. Alors bien sûr, les autres tiges des plants trogniers, ça fonctionne aussi. On a une petite courbure qui est un petit peu gênante, mais qui n'empêche pas de faire de la vannerie avec. Mais là, donc, je commence à implanter une oseraie un petit peu. Donc je vais continuer à l'endroit où j'ai mis ici des engrais verts. À l'automne, je viendrai continuer mon oseraie, donc sur à peu près 6 mètres de longueur et sur 5 mètres de large. Bon, je ne vais pas non plus en faire 3 tonnes, mais tout de même, je vais en avoir un petit peu plus. Donc je voulais vous montrer ça, donc cette implantation qui a été faite il y a 2 mois de ces saule-osier, qui va très bien. Alors j'en ai perdu quand même, je crois que j'en ai perdu au moins 1, voire 2. Là on peut le voir. Donc un plant qui a séché. Alors je ne sais pas si je peux le déterrer. J'arrive pas à le déterrer. Je ne sais pas trop pourquoi il a séché. Est-ce qu'il s'est fait manger les racines? A priori non, puisque j'arrive pas à le tirer. Donc ça veut dire qu'il y a des racines. Mais en tout cas, il est bien mort. On voit qu'il y a une motte de râteaux-pieds. Est-ce que c'est les râteaux-pieds qui ont mangé trop de racines? C'est pas impossible. Je pense pas quand même, puisqu'il n'y avait pas la motte il y a quelques jours. Donc c'est une possibilité quand même, mais je pense pas que ça soit ça. Aussi, je vais rajouter des saule-osier dans la partie verger Saint-Tropique que je vais utiliser en oseraie, puisque j'ai une partie ici qui n'est pas encore utilisée. Bon, ça ne représente pas beaucoup d'espace, mais je vais faire de 1 à 2 lignes ici en longueur jusqu'au pommier qui est ici, que je vais mettre avec des saule-osier. Donc j'attends de recevoir mes boutures l'hiver prochain et je ferai cette implantation que bien sûr je vous partagerai. Mais là vraiment ce sera une implantation que d'osier et je ne vais pas chercher à mettre d'autres plantes, puisque comme je vous dis, c'est vraiment dans l'optique de faire une oseraie et je ne cherche pas à faire vraiment de la syntropie dessus. Peut-être que ça ne serait pas impossible de le faire avec par exemple de la consoude, mais là je ne cherche pas à faire ça, c'est vraiment de la production d'osier pour la vannerie.
De toute manière, les osiers que je vais récupérer, qui sont dans mes bandes syntropiques, on pourra comparer comme ça un petit peu ce que ça donne. Voir s'il y a une différence ou non, puisque j'ai quand même des très beaux saules osiers aussi dans mes bandes syntropiques. Là, c'est vraiment le plus beau plan. On va s'y attarder 2 minutes. Si on regarde ici, donc là je mets un doigt, je vais en mettre un deuxième. On se retrouve à avoir ici une bouture de 2 ans. Donc j'avais planté la bouture, pas l'hiver dernier, mais celui d'avant. Et on se retrouve vraiment à avoir déjà un arbre. Là on peut parler d'arbre quand même. Petit arbre qui monte quand même à 3-4 mètres de haut. Ouais, 3 mètres et demi peut-être. Et la pousse de l'année qui est ici avec ses tiges. Comme on peut voir là, on est sur des très grosses tiges pour des pousses de l'année. Et là du coup ce plan là, il représente parfaitement ce que je vais faire dans les bandes syntropiques. C'est-à-dire que je vais le laisser pousser à peu près à, comme je vous ai dit, entre 50 et 80 cm de hauteur. Je pense que 50 c'est pas mal, hein. Pas trop haut. 80 cm, 1 mètre, ça commence déjà à être haut par rapport aux pousses qu'on aura et je pense à l'ombre que ça va générer. Même si là, je pense que ça va générer déjà pas mal d'ombre. Mais pas trop haut, je pense que c'est pas mal. Parce que de toute manière, ça fait des tiges qui sont bien droites et bien vers le ciel. Donc le bas des saules sont vraiment très libres pour les autres plantes. En particulier, tout ce qui va être petits fruits, hein. Dans les autres bandes, j'ai vraiment des petits fruits sur toute la ligne. Et du coup, en dessous des saules osiers, là, j'ai mis une vigne qui va monter dedans. Et vous comprenez le principe, avoir des tiges qui vont partir de ce sol osier à 50 cm de haut. Et je vais faire ma trogne à ce niveau-là. Donc chaque année, je vais venir couper à ce niveau. Alors sur les nouvelles tiges qu'on aura bien sûr de chaque année. Et là donc à l'hiver, c'est ce que je vais faire. Et lui, il représente vraiment bien ce que je vais faire dans les bandes syntropiques. Et du coup, tout ce qui est au-dessus, tout ce qui va être coupé, ça servira soit en bouture, pour refaire des plants, soit en vannerie. Alors là, la petite problématique que j'ai cette année sur celui-ci, c'est que j'ai pas mal de tiges qui sont parties de la pousse de l'année, notamment celle-ci. Alors si elle pousse suffisamment, je pourrais l'utiliser en vannerie, mais si elle pousse pas trop, ça va plutôt être gênant, puisque sur la tige principale, je vais avoir des nœuds, ce qui est quand même pas l'idéal pour être utilisé en vannerie. Alors ça peut quand même l'être, il faudra que je me renseigne plus, mais on préfère en vannerie avoir des tiges droites sans nouveau départ, comme on a là. Et pour avoir ça, en fait, il faut planter très dense. C'est pourquoi dans l'oseraie que je suis en train de faire là-bas et celle que je vais créer juste à côté, je vais faire des plantations très très denses. De ce que j'ai vu, il faut planter à peu près tous les 15-20 cm les boutures de sol osier. Et sur des lignes qui sont espacées, là c'est entre 60 et 80 cm. Moi je vais plutôt moins espacer, puisque ça va être tout petit, donc bon, ça sera peut-être un petit peu plus galère à gérer, mais je vais faire en sorte de mettre un maximum de plants sur une petite surface. Voilà, donc là ces tiges, je pourrais soit les utiliser pour la vannerie, mais c'est pas l'optimal si elles sont trop petites, et ou sinon les utiliser en bouture, puisque j'ai vraiment une belle épaisseur de tige. J'en profite pour vous montrer des fraisiers que j'ai installés il y a 2 semaines à peu près. Ils n'ont pas de problème. Alors j'ai l'avantage là d'avoir beaucoup de pluie comme je vous l'ai dit, donc du coup ça favorise quand même la pousse des plantes et surtout leur reprise. Donc là pour les fraisiers, il n'y a pas de souci. Alors je remarque qu'il y a une consoude qui pousse en plein milieu de la bande, et ça c'est le problème que j'ai eu à cause du fait que j'ai déterré. Là je suis en train en plus d'abîmer le fraisier, bon, pas génial. Ouais, je me suis un peu raté. Bon, c'est pas grave. Donc ce que je disais pour les consoudes, il faut éviter vraiment de les déterrer, hein. Là j'en avais déterré puisque je voulais rectifier un petit peu mes bandes. Au départ je manquais de plomb, du coup j'avais fait une implantation de consoude dans les bandes, à l'intérieur. Alors que maintenant ce que je veux c'est plutôt les avoir à l'extérieur des bandes, aux extrémités, pour faire vraiment une ligne terminale de la bande que je vais pouvoir venir tondre carrément. Donc je ne tondrai pas directement sur le plan, mais vraiment très proche. Et les consoudes vont faire une bordure pour éviter que l'herbe vienne s'implanter dans les bandes. Pareil pour les mélisses et les menthes, je vais les utiliser de la même manière. Mais j'évite maintenant de les avoir dans les bandes, vu que j'en ai déterré certaines. Le moindre morceau de racine que vous laissez dans le sol, il repart. Là, je pense que c'est de la consoude aussi. On voit à partir d'un petit tronçon, et bien ça part sans problème. Donc il faut vraiment éviter de les déterrer une fois implantés. Sinon, on commence à se faire envahir. Juste à côté, on voit qu'il y a une blette que j'ai laissée monter en graines.
Là, ça a tout séché. Donc là, je suppose que les graines sont récoltables. Si on regarde, j'ai des graines. Alors ces graines-là, je pourrais bien sûr les récolter, mais je vais surtout les laisser au sol. Donc ça va tomber tout seul, hein. Je n'ai pas besoin de faire cette action-là, de les faire tomber. Mais l'idée, c'est que je laisse en fait les graines tomber au sol et que ça puisse se ressemer tout seul dans les bancs syntropiques. Si j'en ai trop au printemps prochain qui poussent, bah, je ferai une sélection, j'en supprimerai certains et je pourrais même les déplacer. Ça pourra me faire même une zone de semis en fait à blettes. On verra ça, je vous partagerai si ça repart bien. Je pense que ça va se semer et partir sans problème au printemps prochain. Peut-être à l'automne d'ailleurs. Petit focus sur cette bande syntropique et je vais m'arrêter là aux endroits où j'avais taillé la biomasse, les mélisses, les sauges, les consoudes, pour voir un petit peu comment c'est reparti. Les menthes aussi. Là en particulier, il y a un plant de mélisse. Ça a quand même pas mal galéré à repartir avec le temps sec qu'il y a eu, malgré que j'ai coupé alors qu'il y avait des petites pluies. Ça n'a pas été trop suffisant pour que ça reparte fortement. Du coup, là, ça stagne un peu, même si c'est en train de reprendre, je pense, grâce aux pluies qu'on a en ce moment, et ce temps un petit peu automnal qu'on a. Mais ce que je veux vous partager là-dessus, c'est qu'il faut faire attention quand même de ne pas tailler trop quand c'est très sec et qu'il y a trop de soleil. En tout cas, de ne pas tailler trop fortement. C'est mieux d'attendre quand même qu'il y ait des pluies et suffisamment d'eau pour que ça puisse bien repartir. Donc là, on voit quand même, il y a de la menthe que j'avais taillée. Elle est en train de bien repartir maintenant, mais je veux dire, en un mois, elle n'a pas non plus extrêmement poussé. Les mélisses, là, on voit qu'elles commencent à bien repartir, mais ça a pris vraiment du temps. Alors aussi, ce qui n'est pas l'idéal, c'est de tailler sans remettre au sol. J'avais laissé dessus. Je pense que c'est pas fou de faire ça, mais je fais comme je peux là. C'est extrême, c'est tellement dense que c'est un petit peu compliqué de remettre directement sur le sol. Là, la sauge qu'on peut voir derrière, elle n'a pas excessivement repoussé. Bon, néanmoins, je pense qu'elle va bien. Il y a aussi de la menthe là qui est en train de repartir. Après la menthe, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, menthe et mélisse. Il faut garder en tête que c'est des plantes qui ramifient quand même. Donc elles vont venir s'étaler et s'implanter un petit peu partout. Donc attention de ne pas utiliser ces plantes n'importe où non plus. Il y a la consoude qui est ici. Elle repart aussi, mais très doucement. Je vous mettrai la date de taille de tout ça pour vous montrer un petit peu comment ça a repoussé. Dans un contexte où c'était quand même assez peu humide, malgré qu'il y ait eu quelques pluies. On a eu 2 jours de pluie il y a 3 semaines, un mois. Ensuite, on a retrouvé encore beaucoup de soleil et des températures hautes. Du coup, ça n'a pas trop poussé. Et là, maintenant, c'est en train de repartir. Avec vraiment ce temps très humide maintenant. Là, c'est pareil, une autre zone. La zone des goji. Donc les goji qui se portent bien. Ils n'ont pas fructifié cette année. Ou encore. Je sais pas trop, j'ai pas trop regardé quand c'est que ça fructifiait ça. Ah ben ça a l'air d'être le cas là, regardez. On a les fruits maintenant. Je pensais que c'était un petit peu plus tôt que ça. On a quelques fruits, pas énormément. C'est en train d'arriver. Mais donc ce que je voulais vous montrer sur cette bande des goji, c'est qu'on a, pareil, des tailles qui ont été faites. C'est reparti très doucement. Pour 2 à 3 semaines de pousse, sur ces plantes-là, c'est quand même pas exceptionnel ce qui s'est passé. Et donc ça s'explique vraiment par ce temps sec qu'on a eu. Et maintenant, là, je suis presque certain que d'ici une semaine, si je vous refais quelques images, ça va avoir énormément poussé. Je pense que je ferai ça. Je vous montrerai la différence. J'en profite pour vous montrer des maïs. Là, des maïs qui ont été semés en semi-direct. Je vous ai dit que ça marchait beaucoup mieux en semi-direct qu'en pot. Bah, il y a aussi certains endroits où le semi-direct n'a pas trop fonctionné. Là, c'est un bel exemple de maïs qui font même pas 40 cm. Donc ça, c'est vraiment raté. Pourquoi ça n'a pas trop bien poussé? Là, je ne peux pas trop vous donner d'explication. Parce qu'à certains endroits, ça pousse très bien. Est-ce que ça ne semble pas être un manque de soleil? Puisque là, il n'y a rien qui les gêne trop. Peut-être qu'il y a eu, c'est le manque d'eau, justement, qu'il y a pu y avoir, qui a fait que ça n'a pas trop marché. Mais cette raison ne me va pas trop. Parce que si on regarde juste à côté, là, ici, on a une rhubarbe qui est toute jeune. Et pourtant, qui a beaucoup poussé alors que ça a besoin de beaucoup d'eau. Donc très franchement, c'est toujours difficile de donner des raisons, des explications. J'essaie de faire des constatations. Vous dire même si la syntropie, ça marche vraiment, c'est assez compliqué en fait. Ou vous dire que des choses ne fonctionnent pas en syntropie, c'est très compliqué d'avoir des conclusions. Moi, ce que je note quand même, l'une des conclusions que j'ai, ou en tout cas des observations que j'ai depuis que j'ai commencé il y a 1 an et demi,
c'est que le fait d'avoir des plantes qui poussent de manière très dense, ça ne gêne pas leur croissance. Bon, là peut-être que ça peut être ça pour les maïs. J'y crois pas parce qu'à d'autres endroits ça fonctionne bien. Mais ce que j'ai pu remarquer quand même, c'est que la majorité des plantes, pour pas dire toutes, parce que là j'ai aucune plante qui me vient en tête qui galère, à cause du fait que ça soit très dense. Et on me posait la question en commentaire, qu'est-ce que la syntropie par rapport à la permaculture ou d'autres techniques? En réalité, moi, ce que j'y vois de différent, ça va être vraiment l'idée de l'implantation de manière très dense des plantes. Parce que le chop and drop, donc couper et remettre au sol ce qu'on coupe, ça, on en parle sur beaucoup d'autres techniques, donc c'est rien de spécifique à la syntropie. Mais globalement, ça reste des mots, et moi, j'essaie de qualifier mon travail, en tout cas ce que je fais, par ce terme de syntropie, qui est pour moi vraiment lié à la densité de plantation. Là, c'est un bon exemple. C'est très très dense, là, on ne voit pas du tout de terre, et c'est que des plantes que j'ai sélectionnées, que j'ai implantées. Donc on retrouve les aromatiques au sud, avec les plantes à biomasse, du solosier, les goji, qui va être ma production principale. Et du coup, là, sur 1,20 m de large de cette bande, il n'y a que des plantes qui m'intéressent. Et c'est ça que j'appelle en fait la syntropie, c'est la densité d'implantation. Sans oublier bien sûr qu'on fait ces actions de chop and drop, qu'on peut retrouver en permaculture ou dans d'autres techniques, ce qui va favoriser du coup l'amélioration du sol. Bien sûr, j'utilise aussi aucun produit chimique, tout est naturel. Mais voilà, vraiment la particularité que j'y vois moi en syntropie, ça va être cette densité de plantation. Et on utilise après les techniques de permaculture, de jardin-forêt ou d'autres techniques qui nous intéressent. Ensuite, cette densité, elle peut être créée par de nombreuses plantes. On peut même utiliser les plantes spontanées, ce que moi j'appelle les mauvaises herbes, ou l'autre terme, les adventices. Voilà. On peut très bien utiliser ça pour faire de la syntropie. Et du coup, ceux qui font de la permaculture en utilisant les herbes spontanées, en laissant la végétation, en laissant pousser, dans leur bande, en soi, ils font de la syntropie, puisqu'ils vont faire du chop and drop, remettre au sol. Voilà. Vraiment, moi, l'action, ça va être vraiment de sélectionner les plantes, les mettre ensemble, avoir une bonne croissance pour toutes ces plantes. Et ce qui m'a attiré vraiment à la base, c'est le fait de pouvoir cultiver beaucoup de plantes qui m'intéressent au même endroit. Parce que souvent, dans les autres techniques, on va quand même dire il faut un plant de tomate tous les 50 cm à 1 mètre, il faut une courge à espacer tous les 1 mètre. Les arbres, il faut les espacer tous les X mètres. Et voilà, donc moi, ce qui m'a intéressé, c'est que sur cette petite surface que j'ai, de 400 mètres carrés, je voulais pouvoir y implanter beaucoup de plantes pour améliorer mon autonomie alimentaire. Et quand j'ai vu la syntropie qui disait on peut implanter de manière très dense, l'objectif c'est de voir quasiment plus le sol, là ça m'a fait tilt et ça m'a dit ça m'intéresse, du coup je vais essayer de faire une plantation très dense de ce que j'ai. Voilà un petit peu l'histoire derrière le choix que j'ai fait de partir en syntropie. Moi après j'essaie pas de vous vendre cette technique, c'est celle que j'essaie de pratiquer. Si ça fonctionne pas, moi je serai le premier à le dire, et si je constate des choses positives, je serai aussi le premier à le dire. Donc ma première conclusion, c'est que de planter très dense la majorité des plantes que j'ai vues, il n'y a pas de souci. Est-ce que j'ai vu un saut du chat? La réponse est non. J'ai pas vu non plus de croissance extrême des plantes. Après, j'ai pas forcément trop de recul sur la majorité des plantes que j'utilise, donc c'est assez compliqué, mais j'ai rien vu d'exceptionnel, si ce n'est sur mes solosiers, mais je pense que c'est tout à fait normal que les solosiers ils poussent à 2-3 mètres sans difficulté à chaque année. Voilà, que les tournesols que j'ai, ils fassent 3 mètres, 2-3 mètres, ça n'a rien non plus d'exceptionnel. Donc dire qu'il y a un saut du chat sur certaines plantes, franchement, là ça va être compliqué pour moi de vous dire que c'est exceptionnel à ce niveau-là. Par contre, comme je vous dis, la densité n'a pas posé problème pour la majorité des plantes que j'ai. Et du coup, cette technique m'intéresse pour cette raison-là. Voilà, une petite réflexion sur ce sujet de la syntropie, puisque j'avais eu la question, donc autant y répondre aussi en vidéo. N'hésitez pas à me dire, vous, pourquoi la syntropie vous intéresse, en comparaison peut-être des autres techniques que vous avez déjà utilisées. C'est toujours intéressant de savoir un petit peu les raisons de pourquoi on va choisir telle ou telle technique. Je peux en profiter là, sur cette bande qui est ici, de vous montrer une implantation de consoude à l'extrémité des lignes. Donc là, j'avais fait pareil, les rectificatifs, puisque j'avais des consoudes au milieu des bandes. On le voit très bien ici. Là, c'est pas du tout en bordure que j'ai ces consoudes. Mais en fait, c'est un plan que j'avais, que j'ai déterré. Je le montre dans une des vidéos, je ne sais plus laquelle. Et que j'ai déplacé pour créer cette ligne. Et du coup, là où j'ai supprimé la consoude, c'est reparti en masse. Et voilà, si vous voulez éviter ça, parce que du coup, c'est un petit peu gênant. Bon, malgré tout, ça sera quand même utile de les avoir, mais c'est pas tout à fait ce que j'aimerais à cet emplacement. J'aimerais plutôt avoir
un arbuste, des petits fruits. Bah, si vous ne voulez pas avoir ça, évitez de mettre des consoudes n'importe où. Réfléchissez bien à votre implantation et il va mieux falloir, je pense, faire bande après bande, syntropique, en fonction, bien sûr, de vos moyens. Mais en tout cas, bon, les consoudes que j'ai implantées pour créer cette bordure il y a 2 mois à peu près, bah, ça se porte bien, hein, c'est en train de pousser très gentiment. D'ailleurs, j'avais mis des boutures directement en terre, sans passer par des pots, ou bien sans avoir des feuilles déjà sur le plan que j'ai déterré. En particulier ici, là on regarde, là elles sont moins avancées les consoudes, mais elles poussent quand même. Hein. Donc c'est reparti tout seul à partir des petits morceaux de racines que j'ai mis dans le sol, sur les bordures. Parmi les plantes qui ont très bien poussé cette année, il y a les petits fruits. Alors là, on peut se dire, ouais, j'ai eu un super chaud du chat, ça a extrêmement poussé. Là, on voit par exemple ce casseille qui a poussé. Alors si je regarde, il est aussi grand que moi à peu près. Là, on est sur du 1m60, 1m70 de pouce sur la plus grande tige. Donc on peut se dire, ouais, c'est un saut du chat. Ben non, pas forcément. Si on regarde, certaines pépinières arrivent à avoir ce type de pouce à l'année sans utiliser les techniques de la syntropie. Donc en tirer une conclusion, ce serait un petit peu hâtif selon moi. En tout cas, bon, ben, ça n'a pas posé problème d'avoir d'autres plantes au pied. Notamment, il y a 2 solosiers là derrière qu'on ne voit pas trop forcément. Ici, il y a les plantes à biomasse. Derrière, on a de la sauge en particulier. Mais du coup, voilà, la plante a très bien poussé. Donc il n'y a pas eu de problème d'avoir une densité supérieure à ce qui se pratique. Notamment aussi, j'ai oublié de le dire, mais on a les pieds là de casseille, il y en a 3. Ils sont espacés de même pas 40 cm, je dirais. Donc ce qui est quand même trop dense pour du casseille, parce que si vous regardez un plant de casseille, il conseillait de les implanter à 1 mètre de distance. Bah là non, moi j'ai pas fait ça, quoi. J'ai mis à 40 cm. Alors pour après gérer les tiges, ça va être peut-être un peu plus compliqué pour éviter que ça se croise trop. Donc va peut-être falloir générer plus de taille que si j'avais cultivé de manière traditionnelle le casseille. Mais en soi, c'est pas problématique pour la pousse, ça pousse très bien. Le fait de cultiver très dense, ça fonctionne. Ça va vous demander peut-être plus de travail, plus de taille. Mais justement, ces tailles vont permettre de générer de la biomasse qu'on remettra au sol. Donc là, si je pars dans une optique de faire du fruit, ce qui ne va pas forcément être le cas sur ces plants-là, parce que je veux faire un peu de pépinière et du coup des nouveaux plants. Donc je vais plutôt utiliser les tiges en bouture. Mais si j'étais dans l'optique de partir sur du fruit, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est peut-être tailler certaines branches qui vont sur les autres plants et garder que les branches qui partent vers l'extérieur. Alors que si vous aviez qu'un seul plant, ce qui serait pratiqué, c'est de laisser en fait toutes les branches qui partent dans tous les sens. Mais donc, moi, vu que c'est trop dense et que je vais devoir tailler certaines branches pour éviter d'abîmer les plants à côté, et ben ces tailles vont permettre de générer de la biomasse. Et je pense qu'au final, ça va générer le même nombre de fruits, peut-être plus, peut-être un peu moins, là je ne peux pas le dire, mais ça va générer le même nombre de fruits que si j'avais eu un seul pied sur cet espace-là. Bien sûr, si on réfléchit en termes de coût, là ça a demandé d'implanter 3 plants. Alors vu que je suis parti de bouture, que je m'étais procuré là, mais une bouture de casseille ça coûte 1 euro, 1,50 €, bon, ça ne m'a pas coûté excessivement cher. Surtout que si j'avais acheté un plant dans le commerce, ça m'aurait coûté 8 €. Donc là, même si en soi, si vous partez par exemple sur 3 plants de casseille que vous implantez là, oui, ça fait 3 fois 8 €, 24 €, ça commence à faire beaucoup. Pour au final avoir le même rendement, ou à mon avis approximativement, peut-être que ça serait un peu mieux, puisqu'on améliore le sol, peut-être que ça serait un peu mieux, mais je veux dire, le rendement, il ne va pas non plus être x3, quoi. Donc on fait x3 en coût, on ne va pas faire x3 en récolte. Par contre, on va nettement améliorer le sol et permettre de générer de la biomasse et aussi avoir d'autres plantes à côté. Donc voilà, bon, je vous partage un petit peu ces réflexions sur la syntropie, sur la manière de gérer les plantes. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, votre avis m'intéresse sur tout ça. Allez, je pense avoir fait à peu près le tour des sujets que je voulais traiter dans cette vidéo. Là, je vois un tournesol qui a perdu tous ses pétales. Est-ce que... Ah, il a même quasiment pas de grains en préparation. Peut-être qu'ils se sont fait déjà manger les grains, c'est pas impossible. Là, je sais pas trop, mais il est un petit peu bizarre ce tournesol. C'est peut-être celui qui avait fleuri en premier, du coup il a peut-être commencé à faire ses grains et directement ils se sont fait manger. Ouais, je sais pas. L'année dernière, j'avais pu récolter quand même beaucoup de têtes et du coup je m'étais fait beaucoup de graines. Bon, là j'ai quand même pas mal d'autres tournesols, donc je suis pas inquiet non plus à ce niveau-là. Donc voilà, je vous ai partagé un petit peu quelques réflexions sur le verger syntropique.
N'hésitez pas à me parler de ces sujets dans les commentaires. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine.